Bonjour, vous écoutez 2031, une série de podcasts produite par La Cantine et Stéréolux. Depuis 2008, les crises financières, sociales, politiques, climatiques se suivent. Subprimes, printemps arabes, populisme en Europe, aux États-Unis, au Brésil, et plus proche de nous, les gilets jaunes, la Covid. Toutes ces crises, c'est-à-dire ces moments extrêmes de dérèglement, ont été portées, racontées, propulsées, relayées par les outils numériques. Pour sortir la tête du guidon, La Cantine et Stéréolux veulent voir un tout petit peu plus loin. Mettons dans 10 ans, en 2031. Quel rôle auront les outils numériques dans les crises du futur ? Quelle place aura la question numérique dans les réponses à ces crises ? Et puis, à quoi ça sert de faire de la prospective sur ces thèmes ? Chercheuses et chercheurs, militantes et militants, designeuses et designers, entrepreneuses et entrepreneurs, mais aussi artistes, syndicalistes, DRH et personnalités politiques répondent à ces questions. 2031 est une série de podcasts produite par La Cantine et Stéréolux. Épisode 3, l'art de la crise. De manière générale, une crise révèle des choses cachées. Et mon travail, en fait, parle souvent de ça, c'est-à-dire que mon travail, mes œuvres, confrontent souvent le spectateur à des forces invisibles. De toute façon, de manière générale, la manière dont je décris mon travail, c'est les forces derrière les formes, c'est-à-dire pourquoi les choses bougent. Pour ce dernier épisode, nous voudrions donner la parole aux artistes qui travaillent avec le numérique. Celui que vous venez d'entendre là, c'est Antoine Schmitt, un artiste plasticien et numérique depuis environ 25 ans. Ils sont nombreux, et elles sont nombreuses, comme lui, à utiliser la technologie numérique dans leurs œuvres. Ordinateur ou smartphone, ondes radio, modélisation sonore ou visuelle d'algorithmes, mais aussi blockchain ou détournement d'appli. Les artistes utilisant les outils numériques, par leurs pratiques, par leurs approches décalées voire militantes de la technologie, par leur profil hybride où se mêlent hackers et visionnaires, ont quelque chose à nous dire sur les crises elles-mêmes. Ils et elles ont quelque chose à nous dire de l'usage du numérique dans ces crises que nous traversons et que nous traverserons encore dans 10 ans sous d'autres formes. Mais pour commencer, est-ce qu'on peut vraiment parler d'artistes numériques ? Nous avons posé la question à Aude Launay, qui est chercheuse et curatrice indépendante, c'est-à-dire qu'elle organise des expositions. Elle a justement étudié de près le lien entre numérique et art contemporain. Alors, de mon point de vue, en fait, cette appellation d'artiste numérique n'a pas tellement de sens et n'a même pas plus de sens en fait que celle d'art pictural, parce que l'art qui utilise les moyens du numérique ou qui explore et qui interroge les conséquences du numérique, entre autres choses, est aussi pluriel que n'importe quel courant artistique que l'on pourrait essayer de réduire à son médium en fait. Et surtout, moi, je pense qu'on peut dire que le numérique influence nécessairement l'art, que l'art le reflète manifestement ou non, car le numérique a changé la vie quotidienne d'absolument tout le monde, bien que ce soit à des degrés divers selon les personnes évidemment, mais parce que le numérique a changé la société dans son ensemble. Pour Aude Launay, l'une des tendances des artistes utilisant le numérique, et non des artistes numériques, vous aurez compris la nuance, c'est le crypto-art. Autrement dit, le fait de recourir à la blockchain pour diffuser et protéger leurs œuvres. La blockchain, ça ne vous a pas échappé, c'est une technologie franchement pas facile à comprendre ou à faire comprendre, mais c'est hyper intéressant. Elle permet de stocker et transmettre des informations, comme des données, des comptes financiers, des images de petits chats, ou des œuvres d'art, c'est ce qui nous intéresse ici, sans organe central de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ou une propriétaire de site web qui, seul, garantirait l'authenticité de l'œuvre. La blockchain offre ainsi un caractère infalsifiable à tout ce qui transite. En mars 2021, un artiste américain qui se fait appeler Beeple, mais qui en fait s'appelle Mike Winkelmann, a vendu 69 millions de dollars une œuvre numérique diffusée et protégée par un système de blockchain. En soi, son œuvre est simple, c'est une grande image composée elle-même de milliers d'images fixes ou animées. C'est surtout le prix qui a fait le buzz autour de cette vente, car chaque jour de plus en plus d'artistes utilisent la blockchain pour faire circuler leurs œuvres de crypto-art. Bon, mais et la crise là-dedans ? Si on regarde en fait l'histoire du Bitcoin justement,
elle est très liée à celle de la crise financière de 2008, bien que la crise n'en soit pas l'origine, puisque l'idée d'une monnaie électronique peer-to-peer était déjà dans les réflexions des cypherpunks dès la fin des années 70, mais la crise de 2008 en a sans doute été l'accélérateur, puisque justement le bloc original de la blockchain de Bitcoin contient la une du Times du 3 janvier 2009 qui annonce la probabilité d'un sauvetage des banques par l'État britannique. Et donc, si le Bitcoin s'inscrit dans une longue histoire de la décentralisation, du peer-to-peer et du logiciel libre, il n'est évidemment que l'une des innovations du Web3 qui est en train de se développer. Et le Web3, c'est justement l'Internet réellement décentralisé, l'Internet des humains, l'Internet dans lequel les données appartiennent à leurs créateurs, à leurs producteurs, et ne risquent a priori pas d'en être retirées parce qu'elles ne sont plus profitables ou d'en être censurées pour une raison ou une autre. Alors, pour celles et ceux qui auraient loupé un wagon, le Web3, c'est un web plus horizontal, où les internautes peuvent se parler sans qu'il y ait un organe central de contrôle pour organiser les échanges. Pour Odloné, la blockchain, qui est un outil de ce Web3 décentralisé, est un outil prometteur pour les artistes, d'accord, mais pour toutes les créatrices et les créateurs au sens large, et surtout pour toutes celles et ceux qui veulent voir éclater la bulle du marché de l'art. Elle estime en effet, comme d'autres avec elle, comme le philosophe Benjamin Oliven ou la critique d'art Aude de Queiroz, elle estime donc que le marché de l'art contemporain est devenu une bulle de spéculation et traverse à cet égard une sorte de crise d'ego. Moi, j'imagine, et on parlait un peu de ce que les crises peuvent augurer pour l'avenir. Moi, je peux peut-être envisager ça, c'est-à-dire une fusion finalement du monde de l'art avec un monde plus créatif en général, en tout cas de l'économie de l'art dans une économie des créateurs. Et finalement, peut-être qu'on aura face à nous une économie créative généralisée dans laquelle seront inclus les artistes, mais les artistes seront peut-être plus aussi considérés ou considérables comme des pairs de tout autre créatif, donc des auteurs, des journalistes, de gens qui des designers, il y aura peut-être moins de catégories spécifiques et surtout on aura peut-être un monde de l'art qui va enfin se dissoudre dans une économie créative, je l'espère plus juste, et en tout cas on verra peut-être éclater la fameuse bulle, si on veut, du monde de l'art qui est complètement au-delà de toutes les frontières du monde artistique qu'on peut imaginer, et donc et qui s'enferme dans sa petite bulle d'opacité financière. Les artistes, justement. Ils et elles n'ont pas attendu 2031 pour imaginer des réponses à la censure ou aux menaces plus diverses que font peser les crises sur la création. Nicolas Montgermont est de ceux-là. À ses yeux, numérique et analogique sont liés de façon indissociable. Le numérique, pour moi, c'est vraiment les numéros. Par exemple, en anglais, on dit digital, ça vient de digit, le doigt, c'est compter sur les doigts. Et c'est vraiment l'idée que tout est quantifié en numéros. L'analogique, c'est qu'il y a un analogue à la réalité qui est transféré sur signal. Et là où ça a été un peu subtil, c'est que par exemple, dans les ondes radio, il y a énormément de numérique. La TNT, par exemple, c'est des ondes radio hertziennes qui sont dans l'air et qui sont encodées en numérique. Ton téléphone portable, quand il fait du Wi-Fi, c'est des ondes radio aussi. Mais le Wi-Fi, on sent bien que c'est du numérique. C'est comme des fichiers qui traversent l'air. Donc justement, en fait, le numérique, c'est un niveau d'abstraction, mais qui va se traduire à un moment par de l'analogique. Et du coup, en fonction de l'endroit où on va vouloir travailler, de l'endroit qu'on va vouloir révéler, de l'espace en fait qu'on va vouloir adresser avec les projets, on va soit être dans un univers numérique, et puis on va s'adresser spécifiquement à des choses liées à l'informatique ou liées à des manipulations de fichiers. Mais à l'inverse, si on va vouloir s'adresser plutôt sur la question des infrastructures, de la réalité physique de ces projets, en fait, on va retomber sur des questionnements analogiques. Nicolas adore travailler les ondes radio, les capter, les matérialiser, les manipuler, et surtout faire de ce travail un questionnement politique, militant, surtout en temps de crise. Là, on entend Deciban, un projet qui remonte à 2018. Sur un grand écran est projeté ce qu'on appelait la neige des anciens téléviseurs, vous savez.
Cette matière hypnotique qui ondoie et se métamorphose est accompagnée de grandes nappes sonores et le tout est contrôlé informatiquement par l'artiste. Là, je travaille à créer des espaces libres de toute communication radio. Donc en fait, ça va être des espaces dans lesquels il n'y a plus aucune communication d'appareil téléphonique qui va passer. Donc c'est des espaces qui sont pas perturbés par à la fois la réception de télécommunications, donc les notifications, les appels, les SMS, etc., etc. Et non plus c'est aussi des espaces qui ont la capacité du coup à être libérés de toute la possibilité d'être espionnés, à la fois par les algos de Google, Alexa, Siri, etc., qui on le sait envoient des données, des écoutes très nombreuses auprès des GAFAM, et aussi par le potentiel à être espionné par des gouvernements. Donc voilà, ce sera des lieux d'exposition qui sont transformés dans ces espaces. La lutte contre les produits standardisés, c'est pour Nicolas l'un des moyens de se protéger des effets du capitalisme qui produit ses propres crises. Pénurie des terres rares et désastre de leur extraction, saturation de l'offre numérique, aveuglement sur les conditions de production des smartphones, etc., etc. Le futur des usages numériques passe donc par une réappropriation urgente et citoyenne des outils. Maîtriser la techno pour ne pas la déléguer. J'ai l'impression que plus il y a la possibilité à chacune de produire des outils, et plus on a une variété de ces outils qui, moi, je trouve extrêmement réjouissante, quoi. Au lieu d'avoir des outils qui sont standardisés, qui sont produits en série, dans des usines à l'autre bout du monde, dans des conditions déplorables, s'emparer de ces outils, créer des choses, créer par exemple nos propres émetteurs radio, ça donne un potentiel, par exemple, infini à ce qu'est un émetteur radio et un récepteur radio, en fait. Et il donne l'exemple d'un des ateliers qu'il anime, qui devient un terrain d'action. Par exemple, avec Pinode, on organise des ateliers dans lesquels on apprend à construire un émetteur radio. Où en quelques heures de travail, chacune, même sans savoir souder, apprend à souder son petit émetteur FM. Donc on tourne les bobines nous-mêmes. Voilà, il y a un composant dedans qui est un peu plus complexe, qui est juste un transistor, qui est quelque chose qui existera même s'il y a plus de terres rares, qu'on peut fabriquer encore à la main. Enfin, donc on est vraiment cette optique-là. Et à la fin de l'atelier, voilà, les personnes ont un petit émetteur qui va porter à 10 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres, qui va pouvoir recouvrir un bâtiment, qui va pouvoir recouvrir un hall, qui va pouvoir recouvrir une communauté, un squat, un centre d'art. Et là, il y a vraiment la question de s'emparer de ces outils, en fait. Donc, c'est pour faire une petite blague qui vient d'un artiste japonais qui s'appelle Tetsuo Kogawa, c'est ce qu'on appelle faire de la radio, mais dans le sens de faire un peu fabriquer la radio, tu vois. Pour Nicolas, le numérique sert sa réflexion et son action militante au sein de plusieurs collectifs, tels que Pinode, qu'il vient de citer. Son credo, surtout depuis ces quelques années de crise qui se sont succédées, c'est vraiment d'utiliser ce qui est sensible dans les outils numériques, en l'occurrence les ondes, pour réfléchir et faire réfléchir concrètement. Et par la même occasion, se demander comment ces œuvres ou ces performances pourraient servir des mouvements sociaux. Allons voir maintenant un autre artiste du numérique, Antoine Schmitt. Son truc à Antoine, c'est moins, c'est mieux. Un peu dans la même approche low-tech que Nicolas. La low-tech, c'est une technologie simple, les ondes radio par exemple, économique et populaire. Une base techno qui s'oppose au toujours plus de la high-tech. Bon, après, on pourrait imaginer une innovation qui va vers le minimalisme. Et peut-être d'ailleurs que les temps qui viennent vont nous pousser à cela. Je pense qu'on est forcément, l'humanité va être forcément confrontée à l'obligation de la décroissance de manière globale. Après, ça va être sûrement réparti de manière différente selon les lieux géographiques, les strates sociales. Mais globalement, je pense qu'on va vers une décroissance et peut-être que du coup, l'innovation les innovations commerciales, on va dire, ou industrielles qui vont arriver, vont aller dans ce sens-là, c'est-à-dire dans un sens de, je sais pas, du recyclage, du local, du low-tech. Peut-être que le low-tech sera l'innovation du futur, peut-être. Alors, ce que vous entendez là, c'est un extrait de Nanomachine, un ancien projet d'Antoine, mais assez révélateur de ce qu'il fait. C'est une performance audiovisuelle. Sur un écran, des formes simples, comme des tubes, des losanges ou des cylindres, s'entrechoquent et produisent du son.
Antoine improvise des concerts de ses nano-ensembles en public en utilisant un logiciel qu'il a lui-même créé. Les crises, c'est ce que je comprends avec Antoine Schmitz, sont des phénomènes dont tous les artistes doivent s'inspirer. De manière générale, une crise révèle des choses cachées. Et mon travail, en fait, parle souvent de ça, c'est-à-dire que mon travail, mes œuvres, confrontent souvent le spectateur à des forces invisibles. De toute façon, de manière générale, la manière dont je décris mon travail, c'est les forces derrière les formes. C'est-à-dire pourquoi les choses bougent. Et donc révéler ou suggérer ou confronter le spectateur aux forces invisibles qui font bouger les choses et les rendre visibles. Et les crises, quelque part, lors des crises, c'est un peu ce qui se passe, je trouve. Il y a des forces invisibles qui se révèlent, des forces qui ont lieu avant peut-être ou qui ont lieu maintenant, mais qui arrivent dans le réel. Bon là, avec ce virus, c'est toute notre proximité, notre manière d'instrumentaliser le vivant et de manger les écosystèmes qui quelque part qui a amené à ce virus-là. C'est quelque part, il révèle quelque chose. Les guerres révèlent des tensions qui étaient là présentes avant, et la guerre quelque part, ça les rend visibles. Je parle des guerres parce que ma dernière grande série qui date de 2015 en fait a été inspirée par un été de guerre. Là, il y avait les guerres en Ukraine, en Israël, il y avait des guerres partout à un moment pendant tout un été. En fait, ça m'a vraiment inspiré toute une série sur la guerre, par exemple. Voilà. Donc, je pense que les crises, oui, il y a quelque chose de révélateur d'un air du temps, d'énergie invisible, qui, pour moi, en tout cas, est vraiment inspirant. À la croisée de l'art et du militantisme, Antoine Schmitz a créé en avril 2020, donc quelques semaines après le début de la crise du Covid en France, une plateforme, un site web baptisé manif.app. En fait, c'est vraiment l'impossibilité de manifester déjà avant la crise sanitaire, la très grande difficulté de manifester avant la crise sanitaire à cause de la répression policière généralisée, et ensuite qui a été exacerbée au moment du confinement. En fait, ça m'a poussé à me dire, il faudrait quand même pouvoir manifester quand même. Et en fait, du coup, j'ai créé une plateforme en fait en ligne qui est gratuite, open source, qui est pas du tout commerciale, qui est vraiment totalement militante, sur laquelle on peut manifester sur une carte. C'est une carte partagée par tout le monde, donc on peut placer un petit avatar quelque part sur la carte. Et si tout le monde place son avatar à peu près au même endroit, ça fait une grosse manifestation. Et virtuel, évidemment, les corps ne sont pas dans la rue, mais à défaut de ne pouvoir y aller, ça permet d'affirmer quelque chose quand même et de faire effet de masse. Et étonnamment, ça a été repris dans plusieurs autres pays, parce que c'est une application qui est mondiale, parce qu'il y a la carte de la Terre entière dessus. Et en particulier au Brésil, où les groupes activistes là-bas se sont emparés de cette plateforme. Et en fait, il y a régulièrement des manifestations là-bas, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas parce que je vais pas tous les jours, mais très régulièrement, il y a des manifestations d'ampleur quand même au niveau du pays. En fait, elle est un peu passée dans les mœurs, même si j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus connue, c'est sûr. Quand même, elle a fait son petit bonhomme de chemin un peu toute seule. Les deux artistes que vous venez d'entendre font des choix d'outils numériques autonomes. Ils créent et diffusent leurs œuvres hors des grandes plateformes, les réseaux sociaux par exemple. Mais d'autres artistes, militants ou non, choisissent d'utiliser ces mêmes plateformes pour diffuser leurs œuvres. Et, les crises aidant, ces outils peuvent se retourner contre eux et contre elles, et les mettre face à un dilemme. C'est la crainte d'Olivier Hersched, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 0. Vous savez, le prologue. Le dilemme actuel qui est le leur, c'est-à-dire en gros, il est extrêmement compliqué, voire impossible d'exister artistiquement en termes d'activité militante en dehors de ces plateformes-là, puisqu'il y a les effets d'audience qu'on a déjà évoqués. Donc on est obligé quelque part d'y être, on est obligé de jouer le jeu, mais plus on y est, plus on joue le jeu de ces plateformes, que ce soit encore une fois sur le plan artistique, politique, ou militant, et plus on s'expose
à prendre le risque de se couper de toute autre forme de visibilité et à ce que tout se retourne du jour au lendemain. On a vu, il y a des exemples assez documentés. Alors dans le champ politique, on peut parler effectivement du mouvement du printemps ou des révolutions arabes, où beaucoup de choses se sont jouées, pas uniquement, mais grâce à la capacité de mobilisation, d'organisation de ces plateformes et de Facebook notamment, et où du jour au lendemain, tout a basculé, c'est-à-dire que le régime a repris la main et la plateforme qui avait été ce formidable outil d'émancipation est redevenue ou est devenue un formidable outil d'oppression au service du régime. On a vu ça aussi également sur une autre échelle en France avec le mouvement des Gilets jaunes, où même chose, ces plateformes, et notamment Facebook, ont été là aussi un espace une soupape démocratique presque vitale, puisque c'est les gens de ce mouvement-là qui s'exprimaient n'avaient aucun autre espace démocratique qui leur était accessible. N'avaient pas accès ni aux journaux, ni à la presse, ni aux médias, ni à la télé, etc. Et donc cette parole-là, elle s'est totalement déployée et incarnée à l'intérieur de Facebook. Mais ce qui est le plus apparent et le plus visible, c'est quasi systématiquement les commentaires qui vont générer le plus d'antagonisme et de radicalité. C'est-à-dire que tous les discours qui consistaient à relativiser, à nuancer, à expliquer et donc à constituer un véritable espace démocratique, ils étaient totalement noyés dans la volumétrie des commentaires, et l'algorithme de Facebook ne faisait remonter le plus souvent que les commentaires les plus clivants. Et ça s'explique par ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la dimension spéculative des discours de haine, ou des discours polarisants en tout cas, est celle qui est la plus forte. Et que on a la certitude avec ces discours-là, la plateforme, en faisant remonter principalement ces discours, a la certitude qu'ils vont générer de manière presque automatique des interactions. Et ces plateformes ne tiennent que par leur capacité de générer en permanence des interactions à moindre coût cognitif, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous réclamer d'efforts ou d'intellectualisation a priori, mais qui vont travailler sur la dimension émotionnelle ou pulsionnelle de nos rapports sociaux. Voilà. Et pour le chercheur qu'il est, ce phénomène n'est pas que politique, il touche aussi les mouvements artistiques. Il y a un retournement de collectifs ou d'artistes qui mettent en place des actions autour du body positivisme, par exemple, sur des plateformes comme Instagram, et où ces collectifs, notamment des collectifs féministes, se mettent en permanence à la merci du jeu de censure ou de cette espèce de pudibonderie qui fait qu'à n'importe quel moment, une manifestation artistique peut être requalifiée en imagerie pornographique parce que culturellement et parce que commercialement, la plateforme n'a pas envie que ce type de représentation circule entre ces murs. Nous voilà arrivés au terme de cette enquête. En choisissant de donner la parole aux artistes, nous avons voulu décaler notre regard sur la place du numérique dans les crises du futur. Entre low-tech et blockchain, c'est un grand écart des réponses et des pratiques que nous avons rencontrées. Mais vous l'avez entendu, les craintes, les attentes, les questions sont en cohérence avec les épisodes précédents. 2031 est une brève échéance, et nous remercions toutes celles et ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu de la prospective, avec sérieux, mais sans gravité ni catastrophisme, avec humour, mais sans ironie ni cabotinage. La place du numérique dans les crises du futur n'a pas fini de nous questionner. La cantine et Stéréolux veulent continuer à creuser ce sillon. Alors, restez à l'écoute et rendez-vous dans un futur très proche. 2031 est une série produite et réalisée par La Cantine et Stéréolux.